1er jour de procès, c'est un mini article. C'est pas une retranscription complète comme on a l'habitude en mode Juliette Compion et cetera. Mais on va quand même lire ce qui s'est passé. Ça sera un résumé, grosso modo, quoi. Un air de procès Pellico, Laetitia R, violée, torturée et prostituée, refuse le huis clos face à, son ex-mari. Guillaume Bucci, 51 ans, il est jugé par la cour d'assises de Digne-les-Bains en Haute-Provence pour des viols et des actes de torture et de barbarie sur son ex-compagne Laetitia R. Yes, all men. Les monstres, ça n'existe pas. Justice et respect pour Laetitia. Ce lundi, une vingtaine de féministes du collectif 8 mars toute l'année étaient présentes devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence à Digne-les-Bains pour soutenir Laetitia R, cette mère de famille qui accuse son ex-compagnon et père d'un de ses enfants, Guillaume Bucci, de l'avoir violée, torturée, prostituée pendant 7 années. L'accusé dans le procès s'est ouvert ce lundi, en cours la réclusion criminelle à perpétuité. On est là pour lui dire qu'on la soutient et qu'on la croit, explique Léa. Comme plusieurs de ses camarades, elle était déjà présente lors du procès Pellico et comme lors du procès des viols de Mazan, les féministes entendent assurer une présence quotidienne, GG à elle vraiment, afin d'offrir à Laetitia R un accueil digne et solidaire. Il s'agit ici d'un cas extrême, mais nous sommes là pour dire que les violences intrafamiliales sont très banales et encore plus nombreuses en milieu rural qu'en ville, poursuit Léa. Et comme Gisèle Pellico à l'automne 2024, Laetitia R a refusé le huis clos, aux grandes dames de la défense, qui a, tenté par tous les moyens, notamment en s'appuyant sur la notion supérieure de l'enfant du couple, partie civile, de faire en sorte que le procès se tienne sans public et sans presse. Mais comme c'est mignon de sa part à ce monsieur! Mais comme c'est mignon de sa part! Ah là là! Il pense à son enfant! Il y pensait pas quand il était en train de la faire violer alors qu'elle était à 6 mois de grossesse. Quel énorme hypocrite. Comme au procès Pellico, le droit français prévoit pourtant qu'en matière de violences sexuelles, seules les parties civiles peuvent demander un huis clos. Cette volonté de la défense a occasionné quelques soupirs indignés dans le public. Déjà, la défense tente de reprendre le contrôle sur la victime. C'est ulcéré. Maître Philippe-Henri Honegger, l'avocat de Laetitia. La cour a finalement refusé d'accéder à cette demande. L'accusé Guillaume Bucci, ancien directeur de banque de 51 ans, s'est présenté rasé de près, arborant une épaisse moustache et des cheveux gris argentés, mi-longs, peignés en arrière, dégageant donc c'était lui qu'on a vu sur la photo, dégageant l'arrière et les côtés, du crâne coupés courts. Placé en détention provisoire, il nie les faits, plaidant des jeux sexuels sadomasochistes, et affirme que son ex-compagne s'est prostituée d'elle-même à 6 mois de grossesse, jusqu'à en finir à l'hôpital. Mais elle l'a fait toute seule. Sado jusqu'au bout finalement. Ils n'ont honte de rien, vraiment. La lecture des faits par la présidente a plongé, en plus certains oublient que le masochisme, il faut que bon, ils peuvent se faire du mal entre guillemets, mais il faut qu'ils en retirent un certain plaisir. Finir handicapé à cause de ça, je vois pas où est le plaisir. La lecture des faits par la présidente a plongé la cour d'assises dans l'insoutenable calvaire de cette femme aujourd'hui âgée de 42 ans, contrainte à des pratiques sexuelles ultra-violentes. Parfois avec un cutter, zoophilie, scatophile. Selon son récit, elle aurait été livrée à des centaines d'hommes, une plongée dans l'horreur, que n'admet pas l'accusé qui dans sa première déclaration à la cour ce lundi, continue de parler de jeux consentis. C'est vrai que lorsqu'on écoute la description heu qui a été faite, je passe pour un monstre que je ne suis pas. Ah mais si, il le dit. Nous avions une relation libertine, sadomaso consentie et avons pris du plaisir dans ces pratiques, a simplement dit à la cour Guillaume Bucci, qui reconnaît aussi la prostitution, toujours comme un accord commun. Non mais connard, c'est pas assez fort les amis. C'est waouh! Oh, la violence pour elle. Face à ces propos, Laetitia, vêtue d'une veste beige allant, avec ses cheveux châtains, n'a pu retenir ses larmes. Mais jusqu'au bout, il va la faire souffrir, en fait. Peu alors que l'enquêtrice, qui a recueilli sa déposition revient sur les sévices relatés. Les enfants de la victime, dont 3 sont issus d'une précédente union, ils ont quitté la salle.
À intervalles réguliers, Guillaume Bucci fait ça, part de désapprobation de la présentation des événements en secouant la tête, avant de reprendre une position de bras croisés, main gauche devant la bouche et regard tantôt plongé vers le sol, tantôt porté vers la présidente ou l'enquêtrice. Le verdict est rendu fin de semaine. OK, donc ça, c'était le premier jour. 2e jour. Pourquoi pas? Fils de Belzébuth. Non mais là, c'est mais pourquoi il ferme pas sa gueule, en fait? OK, donc emprise, manipulation et volonté de toute puissance. Les témoins ont défilé ce mardi à la barre de la cour d'assises des Olpes des Alpes de Haute-Provence, mais les mots pour décrire Guillaume Bucci sont toujours les mêmes. Cet homme de 51 ans jugé pour viol aggravé, acte de torture et de barbarie, proxénétisme à l'encontre de son ex-compagne, en cours, la réclusion criminelle à perpétuité. Témoignage après témoignage, c'est le portrait d'un homme manipulateur au double visage qui ne supporte pas la contradiction qui se dessine. Si on ne suivait pas ce qu'il voulait, c'était des disputes, des violences verbales surtout. Raconte l'un de ses fils, M, on n'a pas son prénom, tant mieux, il reste dans l'anonymat, qui a 17 ans, fils, et poursuit sans un regard vers le box. Puis il revenait avec des mots doux, chaud et froid. Il nous paraissait alors gentil, mais en fait ça recommençait et ça c'est de l'emprise. Et ça pardon et ça marque l'emprise. Son père semble pour la première fois depuis le début du procès atteint par ce témoignage. L'adolescent explique ne plus vouloir avoir de relation avec son père, as he should. Avant Laetitia R, Guillaume avait été en couple pendant plus de 12 ans avec S. Ensemble, ils ont eu 2 enfants avant de se séparer en 2012. À la barre, cette, femme, donc OK, elle est venue témoigner l'ex, décrit son ex-mari comme, étant dans la toute-puissance décisionnaire. Il voulait maîtriser tout ce qui se passait au domicile, quels amis venaient, qui je devais voir, plié en 2 sur le banc des parties civiles, les coudes sur les genoux. Laetitia, malaxe nerveusement une balle anti-stress. Pour l'accusation, l'enjeu est de taille, démontrer que cette volonté de toute puissance se retrouve dans la sphère sexuelle. Le dossier est déjà alimenté par de nombreux témoignages, de nombreux échanges téléphoniques où l'accusé se montre insistant, menaçant, parfois tyrannique. «Il t'a enculé», s'enquiert ainsi Guillaume Bucci à Laetitia qui venait de recevoir un client comme prostituée. «Non, j'avais mal, heu, et il n'était pas trop j'avais pas envie et lui, il n'était pas trop chaud», répond la plaignante. Waouh, c'est ça leur conversation. «Tu refais ça, je te tue», répond son proxénète. Il l'a menacée de la tuer parce qu'elle a pas voulu se faire, pardon du terme, enculer par un client? Côtoyer toujours les ex toxiques. Ah mais toujours. Les ex folles, prenez un café avec elles, je vous en supplie, je vous en conjure, je suis à genoux. De toute façon maintenant, ça va être 3 lettres de recommandation demandées avant de sortir avec un mec. Des ex et de la famille, OK? Et après elle dira qu'elle était d'accord. Évidemment, c'est de la folie, hein. Très honnêtement, c'est de la folie, hein. «Tu refais ça, je te tue». La mère de famille affirme avoir été vendue à des centaines de clients contre son gré. À chaque fois que le procès aborde un nouvel élément du dossier, la cour s'enfonce dans la noirceur et les ténèbres. Guillaume Bucci obligeait ainsi celle qui a partagé sa vie pendant 7 ans, mère d'un de ses enfants, à boire son urine, l'enfermant dans un placard. Alors que dans un... Ça m'a donné envie de vomir, je vous jure, premier degré. Il l'a déshumanisé pire qu'un objet. L'urine, ça fait partie des kinks du BDSM ou rien à voir, ou c'est un kink qui est tout seul? C'est pas une paraphilie? Je commence à devenir experte en pratique sexuelle hors du commun. Rien à voir? Si, paraphilie, je crois. Mais c'est comme de la scatophilie finalement. Ou scatophilie, c'est vraiment que, ah putain, l'agent du FBI qui qui espionne qui mon historique, il est foutu. Attends, je vais voir si c'est une paraphilie. Je pense que c'est une paraphilie, hein.
C'est de l'urophagie, endonisme. Avaler de l'urine est déconseillé. Si le partenaire a une infection urinaire ou une IST, il peut y avoir du sang dans les urines. Il y en a qui vont loin dans le BDSM, mais je crois que c'est même pas une pratique BDSM, hein. Ouais, c'est une paraphilie, exactly, exactly. Donc c'est même pas une pratique, BDSM, c'est vraiment c'est une paraphilie, les amis. Heu, c'est une attirance sexuelle considérée comme anormale. Donc ouais, quelle horreur. Urophilie, ouais, ouais, c'est ça, OK. Urolanie, bon, il y a plusieurs, termes, mais en tout cas, c'est une paraphilie. OK. Du coup, quelle horreur. Hem, j'en étais où? Donc OK, il l'enfermait dans un placard, vraiment séquestration, quoi. Dans un message, Laetitia écrit avoir envie de vomir. Son conjoint lui rétorque par SMS: «Je m'en fous, tu obéis. N'oubliez pas, elle est consentante et c'est elle qui voulait ça. Gardez-le en tête». Lundi soir, alors que l'audience débordait sur la nuit, la présidente a initié un premier échange entre l'accusé et la plaignante. «Je n'ai» préparez-vous, le ouin-ouin. «Je n'ai jamais forcé Laetitia à faire quoi que ce soit», a soutenu l'ancien directeur d'agence bancaire. Sa ligne de défense est claire. Il s'agit de pratiques sadomasochisme, certes extrêmes, mais consenties. On est dans une relation masochiste qui est par définition violente et comprend la subordination. Laetitia ne m'a jamais dit stop. Jamais, assure l'accusé. Il précise toutefois qu'il n'y avait pas de safe word. Ça, c'est obligé, non, dans les pratiques BDSM, d'avoir un mot de sécurité lors des pratiques sexuelles extrêmes pour signifier que ça ne va pas. Donc, ne- enfin, tout ce qui est BDSM, etc., c'est hyper encadré. Et le seul truc qui te permet d'arrêter une relation, parce que comme il y a ce rapport de domination et de subordination, heu, il faut qu'il y ait absolument un safe word. C'est genre la règle numéro un. Mais on est d'accord? C'est de la folie. C'est obligé mais c'est obligé! Parce que tu es dans un espèce de jeu sexuel, donc il faut bien à un moment, si jamais il y a un truc qui va pas, que tu puisses, effectivement, il y avait pas de safe word. «J'avais pas le droit», répond Laetitia. Lui, en fait, il était dans une relation BDSM, mais toute sa life, quoi. C'était pas juste pendant, une relation sexuelle. Normalement, oui, c'est obligatoire. Bah, l'unique chose que je pouvais dire, c'était «encore» et «plus fort». Et la seule fois où j'ai dit «stop», la violence a été encore pire. C'est là que mon sphincter anal a été déchiré. Team safe word, même si vanille only. Beh, vanille only, tu dis juste, «Non, stop, arrête», en vrai. Et même ça, dans un contexte BDSM, ça normalement, c'est censé fonctionner. Tu le vois quand la personne prend plus de plaisir, très honnêtement. Tu le vois que la personne, quand elle veut arrêter et cetera. Tu pas besoin d'être con. Faut arrêter avec ces trucs BDSM, c'est souvent l'homme qui pousse la femme qui fait ça pour pas perdre le mec et ça dérive et tombe sur la gueule de la femme. Bah, je shame kink personne, évidemment, mais je l'ai dit tout à l'heure. Très honnêtement, pour moi, il y a une grande majorité des femmes qui acceptent de faire du BDSM, hem, ouais, comme tu dis, pour pas perdre le mec et cetera et parce que, tu vois, il y a une emprise qui s'installe et tu te dis: «Allez, let's go», alors que tu pas forcément, tu vois? Et tu pas forcément, mais vas-y, tu le fais, Il y en a qui doivent aimer ça, de base, mais pour moi, c'est le patriarcat. Même les hommes qui aiment ça, c'est le porno ultra violent, ultra dégradant, ultra déshumanisant, avec lequel ils ont grandi, qui fait que, très honnêtement. C'est pas du BDSM, c'est juste sadique. Ouais, en fait, c'est même pas, tu vois, il y a 0 plaisir là. Il y a 0 plaisir. Ça a dû être tellement horrible à vivre. C'est un enfer.
Tu dis non ou stop, ça doit s'arrêter, mais directement, mais directement. D'ailleurs, par exemple, même si tu es dans une relation consentie, tu as une relation sexuelle vanille, tout ce que heu, tu veux t'arrêter pour quelque raison que ce soit. Il y a ton pied qui te gratte ou tu es en train de penser à autre chose. Tu veux pas continuer, mais tu continues pas, en fait. Je sais pas, c'est la base et si ça plaît pas, beh, dégage. Ce n'est pas normal. Je déteste souffrir, j'ai une fibro ah, tu as une fibromyalgie, putain, ça fait mal. Donc autant dire que souffrir pour le plaisir, c'est hors de question. Non, mais il y a zéro 0 chaîne putain, il y a une mouche derrière moi, elle est tellement énorme qu'on la voit à la cam. Non, mais c'est les amis, la plupart des personnes font pas tout ça. Il y en a pour qui c'est un kiff, pas de problème, pas de problème, vraiment pas. Mais c'est juste que là, c'est de la torture, en fait, c'est pas un jeu sexuel. En fait, ils essayent de faire passer ça pour un jeu sexuel, mais c'est de la torture. Le non suffit largement à tout être humain pour comprendre que c'est stop. Merci. Et très honnêtement, même avant même le non, tu sens. Sens. Si tu es connecté avec la personne, que tu es attentive à la personne que tu as en face de toi, je suis désolée. Par contre, c'est pas du BDSM perso, mon sex friend, c'est stop, il acceptait, il était normal. Mais en plus, c'est même pas enfin, tu te rends compte quelqu'un qui refuse. C'est mon corps, allô? Tu vois? C'est de la folie, évidemment que c'est normal. En vrai, les gens qui font du BDSM, j'en ai rencontré à la Pride, généralement, ils sont basés sur le fait que si c'est stop pour un, c'est aussi stop pour le mais c'est normal! Tu as besoin de moi pour pouvoir continuer, donc si moi je te dis que je stop, c'est que tu peux pas continuer, en fait. Va te pignouf dans une autre pièce ou j'en sais rien. Mais c'est pas normal. Je sais pas où vous êtes rendu compte de vous êtes du compte rendu de ce procès, il y a zéro jet sexuel, c'est de l'humiliation extrême. Exactement. C'est pour ça. Pour moi, c'est même pas, tu vois, là, il se sert de l'excuse BDSM et je pense qu'il y a énormément de personnes qui se servent de ça. Mais 100 c'est même pas un jeu sexuel, quoi. C'est juste, c'est de l'humiliation extrême et c'est de la déshumanisation. Tu es un putain d'objet. Point à la ligne. Le BDSM, c'est pas forcément violent ou douloureux, mais tout à fait. Tu pas forcément obligé de souffrir. Alors il y a peut-être des personnes mais en fait, c'est ça le truc. C'est que c'est vraiment c'est le pourcentage de personnes, ça doit être je sais pas il est à combien, mais il est tout petit. L'amour, c'est soutenir et faire grandir l'autre, pas la souffrance. Donc du coup, c'est là que mon sphincter anal a été déchiré. J'ai envie de chercher c'est quoi un sphincter anal parce que je sais pas. Je connais pas bien cette partie du corps. Je suis désolée. Je suis désolée pour l'agent du FBI. Déchirure. Attends, je vais regarder dans quel cas, déchirure de la peau. Je vais pas regarder ce que c'était, c'est juste que je veux comprendre. Qui recouvre la partie basse de l'anus. OK. C'est une douleur intense. Ah là là, putain, à chaque fois qu'elle devait chier, ça du coup, il y avait une douleur de brûlure. Le bouc du FBI, il se frotte les mains. Non, non, non. Il est dépassé par les non, mais en plus, les gens du FBI, enfin, les gens qui regardent les historiques des gens et tout, ils voient des choses qui sont, laisse tomber, hein. Sphincter, c'est ce qui fait que ça retient tout à l'intérieur. Et du coup, tu es incontinent après. C'est un clapet, en gros. Merci, Jamy. J'espère que ça s'est réparé, punaise. Mais oui, mais sinon elle devient incontinente, quoi. Je pense que ce genre de malade devait aimer que justement elle n'était pas consentante, que si elle avait été, ça lui aurait pas plu. Merci Emma de le dire. Et c'est ça que je déteste le plus, c'est qu'il y a certaines personnes qui seraient complètement enclins à faire ce genre de choses et avoir ce genre de relation et aller les trouver, quoi. Mais en fait, c'est pas le cas pour ce genre de mec-là, c'est de la pure perversion et du pur sadisme. Ce qui l'excite et très honnêtement, j'en ai déjà rencontré des hommes comme ça, ce qui les excite beaucoup. Ce qui les excite,
c'est le fait que tu ne sois pas consentante et qui force ton consentement. Enfin, c'est même pas qui force le consentement. Par défaut, si tu dois forcer le consentement, c'est qu'il n'y a pas de consentement. C'est pour ça qu'elle est incontinente. OK, d'accord, je comprends. La vidéo, elle disait qu'elle était encore oui, oui, en fait, c'est ça, OK. OK, on continue. Du coup, la quadragénaire explique que lors de sa rencontre avec l'accusé en 2015, elle ne connaissait rien du tout au BDSM. Voilà. En fait, il a dû lui montrer, c'est lui qui a dû l'ouvrir à ça et puis après c'est parti en couille, pardonnez-moi du terme. Au début, j'ai pu prendre du plaisir, mais déjà la première fois où il m'a mis une gifle, je lui ai mis un stop. J'ai vu ma mère être battue, mais l'emprise est déjà là, la violence et la peur aussi. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Je vous ai dit, il a utilisé la technique du pied dans la porte, hein. On fait de moi un bourreau. Bon, c'est lui qui parle. On peut regretter ce qu'on a fait, on peut accuser un homme avec qui on a été, mais pas ça, a repris Guillaume. L'accusé continue à tenir sa ligne de défense, niant toute emprise ou contrainte, assure que les pratiques, même aux séquelles gravissimes, Laetitia est aujourd'hui invalide de 50%, de, s- de 50, de 80%, de 50 à 80%. Euh, les séquelles étaient consenties et discutées. Hein. Je n'entends que des mensonges et des inventions. Quand je l'entends parler, je me dis: «Quel aplomb insiste-t-il?» Oh, les amis, c'est arrivé. Oh là là, j'attendais que ce jour arrive. J'attendais que ce jour arrive. Quand je vous dis: «Mais quel culot! Mais donnez-moi le culot d'un homme». Eh bien les amis, c'est arrivé. Un homme qui a du culot a dit quel culot. La boucle est bouclée. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé dans tous les procès qu'on a pu voir, regarder. Il a dit quel culot, en ayant tout le culot du monde. On continue. Quid des messages, des témoignages, s'il reconnaît avoir été «stupide», entre guillemets, dans certains de ses messages? Il se défend en plaidant ne pas être surhumain. En gros, là, il dit: «Excusez-moi, j'ai été un peu bête d'avoir envoyé tous ces messages qui prouvent ma culpabilité. Je peux pas être un surhomme et penser à tout, quoi». Non mais c'est pas non mais Linou, c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité en accusant la personne en face d'être l'hôpital qui se fout de la charité. Et ça n'est jamais arrivé. Jamais, je n'ai jamais vu ça. Jamais. L'inversion est folle. J'attendais que ça arrive et c'est arrivé. Guillaume Bucci, les amis, il l'a fait. Il l'a fait. Chacune des personnes qu'il a rencontrées dresse le portrait absolument terrifiant d'un homme violent, tyrannique, impulsif et racontent tous la même histoire, on voit bien que sa défense, qui consiste à dire que Laetitia ment, ne tient pas. A estimé à la sortie de l'audience l'avocat de cette dernière. OK. Ça, c'était le 20. Attendez, je continue, je vois si je trouve pas quelque chose. OK. Merci à Alexandre Vella, bon, qui ne fait pas des comptes rendus complets, mais au moins qu'on a quelque chose. Le fantasme, c'est la coercition. Faire céder par la force ou convaincre si on croise de la résistance. Exactement. My compte. Mon premier message sur ce chat étudie déjà les termes. Merci Natouche pour ton troisième mois d'abonnement. Natouche, tu étais parti parce que le docu était horrible. Eh bien, sache que là, c'est pire. On continue. Une plongée
Dans l'horreur et dans les tréfonds de la psyché de l'accusé. Au troisième jour du procès d'assises, qui juge à Digne-les-Bains, Guillaume Buty pour des faits de viol aggravé, actes de torture et de barbarie et proxénétisme allant j'aurais dû appeler YouTube. Bon, je mettrai une vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire ce procès. Je ferai une vidéo, je la ferai après. Je la mettrai sur YouTube. J'ai la flemme là de mettre en live et tout. Je crois que j'ai même pas paramétré le truc pour le faire. Pardon, je continue. Du coup, l'encontre de son ex-compagne Laetitia, commis entre 2015 et 2020, la cour s'est penchée sur la personnalité et la psychologie de l'accusé de la victime. Tu changes pas ton titre. C'est vrai, j'ai oublié, mais c'est pas grave parce que j'avais écrit: «On regarde un reportage qui fait froid dans le dos» et ce qu'on regarde, ça fait froid dans le dos. Tac, tac, tac. Attendez les amis, me déconcentrez pas. Quand je suis en lecture attendez. Ah voilà, j'ai tout perdu. Ah c'est bon. L'expert psychiatre Pierre Stel a retracé en introduction le parcours pardon, plus que cabossé de Laetitia, notamment victime de viols incestueux durant l'enfance, suivi de tentatives de suicide à l'adolescence et au plus tard d'un déni de grossesse, marqueur d'une aptitude mentale de dissociation avec la réalité. Mais pardon? Laetitia, elle a été victime de viols incestueux pendant son enfance, à l'adolescence, elle a fait des tentatives de suicide et puis après elle a fait un déni de grossesse? Attends, relis. Non mais attendez, mais oui, je relis. C'est ouf, courage à cette femme. Mais elle a vécu l'enfer! Son déni de grossesse, d'après le psychiatre, il est marqueur d'une aptitude mentale de dissocier avec la réalité. Donc en fait, le fait bon déjà, il y avait l'emprise, mais le fait qu'elle ait pas forcément, enfin qu'elle ait vécu tout ça pendant autant de temps sans forcément, s'enfuir, c'est pas, «étonnant» entre guillemets. Mais du coup, ça veut aussi dire que comme elle avait cette aptitude mentale à pouvoir dissocier, après tout ce qu'elle a vécu, le courage ultime qu'il a fallu pour elle pour sortir de tout ça, il est extraordinaire, il est exceptionnel, il est à applaudir et là, je repense aussi à son amie qui a aussi eu le courage d'aller à la police pour porter plainte. Mais en fait, GG quoi. Elle lui a sauvé la vie, très clairement. Le fait qu'elle ait vécu l'enfer lui a permis de survivre à un nouvel enfer. Ouais, ouais, c'est ça. Ça l'a peut-être fait perdurer dans cet enfer aussi malheureusement. C'est comme ça que je vois aussi la chose. C'est fou dans son témoignage, la vidéo qu'on a regardée, elle a ce truc d'innocence presque enfantin, tout ça explique beaucoup de ce qu'elle dégage. Il y a souvent cette innocence, cette douceur chez les femmes adultes qui ont subi des années de violence, je trouve. Ah non, mais moi, elle m'a touchée en plein cœur, hein, vraiment. Instinct de survie. Ah mais totalement, la dissociation, c'est ça, hein. Ces schémas auxquels elle a été habituée, mais vraiment pour sortir de tout ça, c'est pas facile. Mais du coup, c'est ça parce qu'en fait, le schéma elle a quand même vécu des viols incestueux dans son enfance. Heu, donc c'est ce qu'elle connaissait déjà, en fait. Elle connaissait déjà ça. Donc le fait qu'elle soit introduite aux pratiques BDSM plus tard par Guillaume, c'était 100 le move à pas faire et très honnêtement, je pense qu'il l'a senti ça, Guillaume. Soit il l'a senti, soit il lui a raconté et il s'est dit: «C'est la proie idéale». Vraiment. Pour ça que je me demande encore comment les femmes qui vivent ça survivent, c'est quoi l'étincelle? C'est l'instinct de survie, il est phénoménal. Je sais pas comment elle tient là. J'espère qu'elle est très, très bien entourée, hein. Elle a vécu le pire quasiment toute sa vie, mais que cette femme aille se reposer, hein, très honnêtement. Évidemment, il a senti le prédateur, mais oui, 100 100. Le docteur en psychiatrie et sexologue qui s'est entretenu avec les 2 protagonistes mêle ainsi ses analyses aux déclarations de Laetitia qui, malgré la lourdeur de ses traitements médicaux, a renouvelé une tentative de suicide en janvier 2024. C'était trop, je me suis dit que je m'en sortirais jamais, avait alors indiqué la plaignante. Putain. Oh, waouh. Je suis full empathie là. Je suis full empathie, putain. Le psychiatre note chez elle une anxiété massive, une rumination anxieuse, des crises d'angoisse une fois par semaine, des flashbacks de fellation sur des aires d'autoroute. Elle sait qu'elle a fait des trucs avec des animaux.
reprend l'expert psychiatre, mais n'en a pas le souvenir. Ce qui vient ébrécher la défense de l'accusé assurant que Laetitia ment et que ces pratiques étaient, consenties. Laetitia n'a aucune pathologie favorisant l'affabulation. Sa culpabilité infondée, ses réminiscences olfactives et sa capacité à décrire les éléments de traumatisme sexuel témoignent de souvenirs précis et de l'authenticité de son discours, ajoute l'expert médical. Merci à lui. J'ai littéralement les larmes aux yeux. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je sais pas comment elle tient, je vous jure. Assis dans le box. Guillaume Bucci écoute, avec attention les propos du psychiatre, se gratte l'extrémité de la moustache, baisse la tête un instant puis la relève. Monsieur Bucci a une, personnalité dominante et perverse, annonce le docteur. Il poursuit. Dans cette affaire, la domination de monsieur Bucci est totale. Il ne perçoit pas les limites, de Laetitia. Il est dans une projection, sadique. Il a une approche totalitaire de la domination et une jouissance sadique unilatérale. Waouh! Sa domination dépasse le cadre de la sexualité pour la domination totale. Le tatouage réalisé en salon sur le bas-ventre et aux propos dégradants en est un exemple. Quel tatouage? Développe encore l'expert à qui la cour demande de revenir dans la soirée de ce mercredi, faute de temps, à la mi-journée. Elle a un tatouage au bas du ventre, aux propos dégradants? Le voilà le tatouage, préparez-vous. Comment ça? Mais je crois pas qu'ils en parlent, hein. Je crois pas qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y a écrit. Le psychiatre a décrit avec il a tatoué au-dessus dans son pubis. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Une précision, a décrit une précision évocatrice le mécanisme d'emprise, tant les mots de l'expert font écho à des échanges de messages, témoignages et propos, rapportés. Cela va souvent avec des messages comme: «Sans moi, tu n'es rien». Ça aussi, ça, cette phrase: «Pour vous et moi, on n'est pas dedans. Donc pour vous et moi, c'est qu'est-ce qu'il raconte ce vieux fou?» Mais pour une personne qui est attachée et qui est isolée, elle va le croire. «Je vais te sauver, tu n'es qu'une merde», explique l'experte avant d'étouffer son analyse. Ça n'empêche, regardez le jonglage. «Sans moi, tu rien, je vais te sauver, tu qu'une merde». Le plus souvent, la personne qui met en place l'emprise le fait à cause de ses propres failles, ce qui ne va pas dire qu'elle n'est pas consciente, pardon, qu'elle exerce une violence. De là, elle peut s'excuser, dire: «Je suis désolée, je n'aurais pas dû» et recommencer. Bah, ouais, 100 en fait. Je pense que lui, l'emprise dans laquelle, il l'a mis, la violence qu'il lui faisait subir et même la barbarie dans laquelle il l'a mis, il en avait 100 conscience, mais ça vient de quelque part chez lui. C'est obligé. Pas comme ça de nature, hein. Ils sortent ça à chaque fois: «Sans moi tu n'es rien» ou «Sans moi qu'est-ce que tu deviendrais?» Exactement. Alors ils valent pas un copec, je vous le dis. Hors sujet, tes cheveux séchés sont magnifiques, je devais le dire. C'est vrai que là, ils sont plus mouillés, mais ça va, ouais, là, ils sont bien, pour l'instant. Pose, cheveux, alors les soins que j'utilise on continue les amis. De toute façon, on a fini là, c'est la dernière journée. Un processus très complexe d'aller et retour entre stimulation et absence de stimulation, tandis que, la personne qui subit l'emprise, c'est l'angoisse du néant. Oh, intéressant ça. Ouais, c'est le chaud-froid, quoi. C'est le chaud-froid et en plus, quand tu es sous emprise, tu cette angoisse, c'est vrai, c'est réel ce qu'il raconte ce monsieur, cet expert, ce docteur. Tu as cette angoisse du rien quand tu es stimulé comme ça, de cette manière, en chaud et froid, quand il se passe plus rien, c'est limite, tu veux qu'il se passe. Même quand ce qui se passe va te faire du mal. Je sais pas, il y a une explication, j'imagine, neurologique qui l'explique. C'est peut-être la dopamine qui est exercée, comme dans les relations avec un pervers narcissique. En fait, tu vas essayer de chercher une espèce de un shoot de dopamine, quoi. Tu trouveras jamais un homme qui pourra te supporter, alors que c'est eux les insupportables, quoi. Toujours comme ça.
2-3 phrases bateau: «Je t'aime, tu es belle, tu es forte» et après: «Viens, l'été est une merde, tu feras jamais rien sans moi». Le même mécanisme que la dépendance un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, en fait. Quand tu es dans une espèce de dépendance, tu as un peu une dépendance toi-même à cette dopamine de chaud et froid et pour s'en sortir, c'est très compliqué, hein. Des failles que la psychologue chargée d'évaluer l'accusé a révélées en nombre lors de son témoignage en visioconférence. Elle a ainsi noté, chez Guillaume Bucci, une personnalité anxieuse, un manque de confiance en soi. Quelqu'un qui veut autant asseoir sa domination, les amis, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. C'est d'une logique implacable. Et une blessure narcissique indéniable, faisant état d'un comportement déviant et transgressif et d'une certaine caractéristique psychopathique, mais incomplète du fait notamment de sa bonne intégration sociale. À la blessure narcissique indéniable s'ajoute, selon la psychologue, une construction de son identité inachevée et la difficulté à avoir un modèle paternel stable et adapté. Les hommes. Un exposé qui a particulièrement retenu l'attention de la cour étant donné que Guillaume Bucci, s'il a grandi avec un père militaire, n'a jamais connu son père biologique, OK. Réalité qui lui a été révélée à l'âge de 37 ans, mais que l'accusé ne mentionne jamais avec ses interlocuteurs chargés de l'évaluer. Oh! Donc il n'a appris que son père n'était pas son père qu'à l'âge de 37 ans? Face à ses failles et ses blessures, Guillaume Bucci aurait pu chercher à abolir le principe de réalité via le principe de contre la, psychologue qui assure toutefois que l'accusé ne reconnaît pas les violences, a un rapport au réel cohérent. Le procès est prévu pour, la semaine, un verdict un retard face au retard accumulé par l'audience, celui-ci début de semaine prochaine. Ah, il y a moyen qu'on ait même pas le verdict demain. Hem, Attendez. Tac, tac, est-ce que là toujours je crois que c'est ça. Ils ont pas reparlé du, tatouage, hein. Je pense pas qu'ils aient dit le on a vécu ça quand Pipa nous a abandonnés 6 jours. Vous êtes horribles. Me comparez pas à ces techniques de manipulation, s'il vous plaît. Moi, ça n'avait rien à voir, les amis, hein. Je j'utilise pas des techniques de manipulation sur vous et vous m'aviez manqué. Au courage. C'est quoi le truc du tatouage? Je sais pas, ils en ont pas parlé. Hem, Ma grand-mère a appris son adoption à 38 ans. Aujourd'hui, elle est désemparée et attachée à sa famille qu'elle a construit comme jamais. Mais elle a jamais commis de crime. Je suis fatiguée des excuses et des explications. Non, mais après, c'est 0% une excuse. Vraiment, encore une fois. Moi, j'aime bien connaître le passé, heu et les traumas de ce genre de personnes parce que des fois, ça explique, ça peut donner des pistes, de qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, mais en aucun cas ça ne justifie, il y a des personnes qui ont vécu la guerre, hein. Hein, il y a des personnes qui sont des je connais un homme, il y a plus de 50 ans, qui a été enfant soldat, hein. Il a vécu des trucs atroces et il a fait des trucs atroces en étant enfant. Il est marqué à vie, à jamais. Est-ce que, aujourd'hui c'est quelqu'un de mauvais? Pas du tout. C'est quelqu'un qui a essayé de se reconstruire, en s'échappant, en partant. Donc non, jamais de la vie, ça n'est ce n'est jamais, jamais une justification et ça peut expliquer, ça peut trouver des pistes de réflexion du pourquoi du comment et surtout, c'est souvent des schémas qui se répètent et c'est là que moi j'aime bien qu'on plonge un peu là-dedans parce qu'en trouvant l'explication, on voit comment faire en sorte de ne pas, voir le schéma se répéter et couper en fait le cercle, quoi. Si, par exemple, quelqu'un qui a vécu, un viol, heu, fait ça plus tard, c'est jamais une justification. Mais tu peux le comprendre et tu peux te dire: «Bon, peut-être que les enfants qui ont vécu des viols, on va peut-être un peu mieux les accompagner, quoi». Mon arrière-grand-mère, elle avait vécu les 2 guerres mondiales, elle s'est toujours protégée de par les traumatismes, elle n'a jamais parlé de l'adoption de ma grand-mère. Ah ouais, ouais, OK, mais tu vois, elle a vécu les 2 guerres et pourtant, on l'a pas vue faire des crimes.
Va voir les stories à la une de Frédéric Munch. C'est qui? Sur Insta, tu vas voir des petits bouts. Entendu, il y a le tatouage. C'est sur Insta? C'est juste un monstre, pas plus. Après, je crois que c'est la psychiatre qui disait que enfin la psychologue qui disait, qu'il y avait des tendances psychopathiques. Donc quand tu mélanges tout ça, tu mixes tout ça, sûrement à d'autres choses dans sa vie, beh, voilà ce que ça crée, quoi. Un homme risque la perpétuité. C'est normal qu'on pose des questions. Lâche maître Arnaud. Lucien, l'un des 2 avocats de Guillaume, jugé, depuis lundi, pour des faits de viol aggravé, actes de torture et barbarie et proxénétisme à l'encontre de son ex. Agrippée au pupitre, les bras écartés pour mieux s'y tenir et tenir debout, Laetitia ne retient plus ses pleurs. Elle semble vaciller, se reprendre, reste la tête haute. Non mais quel courage! Non mais putain! Ah moi je vous l'ai dit, au procès Pellico, hein. Comment je serais venue en pyjama. Ah non, non, mais je sais pas comment elles font, hein. En pyjama, un slip sur la tête. Vraiment, ces femmes, elles me régalent dans tous les sens. Bouffe! Non mais le maître Lucien. Pardon, pardon, c'est un lapsus révélateur. Ah là 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 là. Donc, Laetitia ne retient plus ses pleurs. Mais mes pleurs, mes pleurs à chaudes larmes même si tu veux. Franchement, fais, fais. La défense de l'accusé vient sans doute d'abattre parmi ses meilleures cartes, donnant lecture de quelques messages échangés entre Laetitia et Lina, une amie pardon, amatrice de pratiques masochistes. Oh, j'ai pas la suite! Oh non! J'ai pas la suite. Attendez, est-ce que je elle est impressionnante. Non, non, mais elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il me demande? OK. Est-ce que je bam, bam. Ne vous inquiétez pas les amis, je trouve une solution. Attendez, on s'est arrêté où? OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avais pas accès parce que j'avais pas de compte chez eux. J'ai un compte chez eux maintenant. On veut l'histoire du tatouage. Heu, Callister, rappelle-moi. Attendez, je finis déjà cet article-là. J'ai pas créé un compte pour rien, les amis. OK. La défense s'appuie sur des messages explicites de la victime. Préparez-vous, asseyez-vous. C'est cool, tu as trouvé un petit résumé quand même, merci Pipa. Non mais merci à toi, merci et c'est vraiment je c'est ils sont bien les résumés, hein, mais j'aurais vraiment, vraiment voulu avoir, plus de détails des retranscriptions. C'est vrai. Hem Tac, tac, tac. OK, je continue, pardon. Des messages dans lesquels Laetitia pouvait dire son enthousiasme. Mais putain, mais ça, on avait vu ça au procès P. Diddy pareil. Au sujet de certaines pratiques sexuelles les plus extrêmes, autant de preuves de son consentement pour la défense. Un peu plus de 4000 messages ont été échangés entre les deux femmes en l'espace d'un an à partir de juin 2021. Le couple Guillaume et Laetitia s'était alors séparés une paire de mois et la plaignante, complètement perdue et dans un désarroi total, cherche des réponses. Guillaume m'a répété pendant 6 ans que j'étais une soumise, une nympho, que je ne méritais que ça, que j'aimais les coups, que j'en prenais du plaisir, que j'aimais être humiliée, que je comprenais rien en relation BDSM. Je ne savais plus le vrai du faux. En fait, c'est ça. Je ne savais plus le vrai du faux. Raconte d'entrée la femme de 42 ans. Donc, pendant cette période-là, j'ai contacté un dominant qui a écrit un livre qui s'appelle Comment dresser un ou une esclave consentante. Il m'a autorisé à discuter avec Lina, son esclave. Reprend à la cour, une voix nette, Laetitia. Face au travail des avocats de la défense qui multiplient la lecture des messages explicites, Laetitia, mise face à certains de ses écrits, s'explique débordante de peine. Même au début avec Lina, j'avais du mal à dire la vérité de ce que je vivais réellement. J'avais des réponses toutes faites de ce que
soit avec les clients ou avec les hommes que je devais aborder sur les aires d'autoroute ou n'importe où et ce n'étaient pas mes mots. J'ai découvert que l'esclave a le droit de dire non. Progressivement, toutefois, une certaine confiance s'installe avec Lina. Petit à petit, j'ai réussi à dire mes peurs, mes craintes. Ça les a inquiétés, ils m'ont rassuré sur beaucoup de choses qui n'étaient pas normales pour une relation BDSM. Poursuit Laetitia. Il, le maître de Lina, OK, le mec, OK, faisait très attention à elle, à son état physique et psychologique. Les violences n'étaient que pendant les séances, mais pas au quotidien. Alors que Laetitia explique avoir pu être punie après une bêtise d'un de ses enfants. Dans le box, Guillaume Bucci écoute la tête entre les mains, agite régulièrement de gauche à droite. Son menton dans un geste désapprobateur, il ôte également brièvement ses lunettes de vue puis le replace, pardon. J'ai découvert que dans le BDSM, il y avait beaucoup d'échanges, que Lina avait le droit de dire non, de dire ça, je le sens pas. Continue Laetitia qui part un jour en balade du côté de Valençol avec ce couple d'amis avec qui il n'y a jamais eu de séance. Je me suis rendu compte que oui, c'était son esclave, mais qu'avant tout, c'était sa femme. Ça m'a fait comprendre ce que c'était une vraie relation BDSM avec un dominant bienveillant. La réalité, c'est que notre relation n'était pas saine du tout. Ces déclarations sont-elles de nature à faire évoluer la position de Guillaume Bucci qui, s'il reconnaît l'intégralité des faits, estime que ceci était consenti, avec toutefois une amorce pardon, autocritique. J'ai été un mauvais maître, a consenti un peu plus tôt l'accusé, après une série de questions de la présidente de la cour, Estelle Lassossois. Hem, Elle s'est confiée à des femmes, vive les femmes, grave. Un début d'autocritique qui ne présente cependant aucun pas vers un début de possible reconnaissance de culpabilité. Je pense que j'ai été aussi dépendante et j'ai été sous emprise, considère l'accusé qui conclut. La relation était toxique, c'était clair. Il vient de dire pardon parce que je pensais que c'était elle qui parlait. Jusqu'à que je dise: «Comment ça aussi?» Il a dit: «Je pense que j'ai aussi été dépendant et j'ai aussi été sous emprise». Considère l'accusé. Bah oui, considère l'accusé qui conclut: «La relation était toxique», c'est clair. Pardon? Mais qu'on me donne le culot d'un homme? Mais donnez-le-moi! J'en ferai bon usage! Je sais plus où il faut prendre son pouls. Je sais plus. Oh waouh! Oh waouh! Oh waouh! Pause. Passe. La journée suivante, tout simplement. Sans péter un câble. La journée d'aujourd'hui, du coup. C'est une sous-merde. C'est pas assez. Ça suffit. On continue. Emprise, manipulation et volonté de toute puissance. Les témoins ont défilé ah non, attendez, ça je l'ai lu ça! Attendez. Tac tac, on est quel jour? On est ah non, le 23. On est le 23. Et je crois que c'était attends, ça c'était quel jour? Pardon les amis, pardon, je me perds dans les jours. Ah non, on est le 22 entre guillemets parce que c'est aujourd'hui quoi. J'ai pas la journée d'aujourd'hui. Au pire, je vais voir, le truc que vous m'avez dit là, Frédéric Munch, journaliste à Marseille. Les CR là, je les chope, chez Alexandre Vella.
C'est où tu m'as dit, Callister? Monster Munch. OK, pardon. Je regardais le truc à la une. Vous entendez? De par Ah, sa c'est bon. personnalité et l'être qu'il est, a trouvé manière à exercer cette chose-là sur Laetitia, et réciproquement, Laetitia a trouvé en Guillaume les failles nécessaires pour assouvir, elle aussi, ses manques et une sorte d'emprise, parce qu'à un moment donné, dans sa démarche, elle aussi, ce que j'ai constaté moi, c'est qu'elle recherchait cette reconnaissance, cette envie d'être vue, d'être reconnue, et peut-être qu'elle percevait ça dans cette espèce d'amalgame qu'ils ont créé C'est tous les deux, fort. quoi. C'est trop fort, c'est vrai? Je le sens. Je sais pas comment faire. Baissez-le, je parle pas. C'est-à-dire qu'elle arrive dans un moment de sa vie où, encore une fois, l'addition de ces deux êtres Ouais, je crois que c'est celui qui s'occupe de la défense. qui peut-être n'auraient jamais dû se rencontrer, mais finissent par se rencontrer, crée ce que j'appelle ce monstre, c'est-à-dire cette situation qui va jusque là où elle va, et je crois que tous les deux sont perdants là-dedans, quoi. Donc on a quand même quelqu'un qui est handicapé à 80%. Hein, je veux dire, vous Ouais. avez vu, elle arrive avec une stomie, etc. Je suis d'accord. Elle a énormément d'incapacités. Là, c'est le journaliste, donc Frédéric Munch, je sais pas comment on prononce son nom, il parle avec un des avocats de Guillaume. Et votre frère est dans le box des accusés aux Ouais. assises. Ah non, c'est pas un avocat, c'est le frère de Guillaume. Donc, effectivement, les deux sont perdants, ça confirme ce que je dis, hein, donc c'est encore une fois, Tout moi à je fait. suis pas là pour dire que là est gagnant. C'est le frère de l'accusé qui s'appelle Jean-Baptiste Bucci, du coup, qui essaie de démontrer que le phénomène d'emprise n'est pas unilatéral et que, Laetitia aurait son côté, manipulateur. Je trouve qu'il n'y a pas de gagnants là, Oui. il n'y a que des perdants. Mhm. Je veux dire, mon frère, lui, sa vie est foutue. Elle, je n'ai jamais nié ses dires. La seule chose sur laquelle on peut douter, mais parce que le droit le dit, c'est-à-dire, est-ce qu'on est certain aujourd'hui, et on peut affirmer à 100%, et je crois que vous le verrez dans les prochains jours, que tout ce qu'elle affirme aujourd'hui sur sa santé sont liés uniquement au fait de la rencontre avec mon frère, ou Évidemment. peut-on imaginer qu'avant mon frère, elle avait déjà des pratiques un peu comme ça, elle faisait aussi déjà ce genre de trucs, parce que, encore une fois, ce genre de choses, on se lève pas un matin en se disant tiens, je deviens SM, machin, et je vais dans les clubs de rencontres et je me prostitue. Il y a un moment donné, c'est quelque chose qui se prépare sur la longueur, ce qui se crée progressif, voilà, tout à fait. D'accord. Donc je pense, encore une fois, que on va parler, pour moi, de terreau fertile chez les deux. Et encore une fois, les terreaux fertiles, ils ne donnent rien si vous ne semez pas des graines dedans. Mais si à un moment donné, dans un terreau fertile, vous mettez les deux... Pardon? Du terreau fertile? Pardon? Mais le frère de l'accusé est fou? Faut le niquer, mais pardon? Mais où est l'empathie? Déjà, depuis tout à l'heure, je recherche un bout d'empathie, un peu de gramme d'empathie. Tu viens de comparer, les traumas qu'ont vécu les 2 entre guillemets, de leur enfance et cetera, en le disant: «Bon, il y avait un terreau fertile». de graines qui font, là où vous vous retrouvez avec quelque chose qui crée ce dont on parle aujourd'hui, quoi. Moi, je crois... Attendez. On en était où? On en était là. OK. Guillaume B à la barre. Je fais pour c'est comme ça. Guillaume B à la présidente. Vous savez, Laetitia, la peur faisait partie de son excitation. Le nom du mec, c'était Jean-Baptiste Bucci, le frère de Guillaume. On mâche plus sur la tête, mais sur le cul. Exactement. Slip sur la tête, les amis. Slibard sur la tête. Donc, d'après Guillaume, la peur de Laetitia, ça faisait partie de ce qui l'excitait. En réalité, vous n'avez pas eu conscience qu'elle avait atteint ses limites. Oui,
C'est arrivé qu'elle me dise: «J'ai peur». Je lui disais: «On arrête à l'heure», elle répondait: «Non, non». Laetitia, dans les SMS, en SMS, elle envoyait à Guillaume, je cite: «Je peux faire pipi, maître?» Elle l'appelait maître pour aller faire pipi. Je veux bien dans un jeu sexuel, mais alors, mais demander oh là là, de alors oui, SMS encore, je cite: «Guillaume, oui et tu vas tout boire». Donc elle voulait faire pipi et lui, il lui dit: «Tu vas tout boire». Elle répond: «Ça me dégoûte, j'ai peur de pas y arriver». «Fais-le sans en perdre une goutte». «J'ai peur de vomir». «Je vais te défoncer, bois tout et après j'espère que tu vas vomir». Est-ce que le frère est là? Est-ce que le frère est là pour en écouter tout ça? Demande. Vous savez, madame la présidente, elle avait des orgasmes en buvant son urine. C'est arrivé au tout début de notre relation. C'est même moi qui ai mis fin à ces pratiques car après ça me plaisait plus du tout. Oh merci grand maître! Oh grand prince! Et merci d'avoir arrêté ces pratiques. Concernant la zoophilie, si vous dites aimer les animaux, pourquoi la zoophilie alors que c'est de la maltraitance animale? Guillaume répond: «À l'époque, nous ne le voyions pas comme ça». Putain, il inclut, nous. Vous pouvez nous dire à qui appartenait le chien? À mon frère! Vous aviez raison, il faut surveiller le frère. Mais cette histoire est folle! Mais le frère est coupable! Le frère est complice! La vie de ma mère, c'était sûr, mais quoi? Je ne l'aurais jamais deviné. Tiens, tiens, tiens. Non mais pardon? Mais vous êtes trop forts. Les amis, vous avez trop l'analyse en vous. Petite enquête sur le frère. Non mais attendez, je continue. Est-ce que c'est parce qu'elle était sous emprise que vous ils parlent plus? On n'en parle plus? Ils ont fait des trucs avec le chien du frère et on n'en parle plus? Et le frère, il n'est pas offusqué par le «Mais moi, tu fais ça à mon chien?» Une famille vraiment ah non mais quoi? Vu comment il défend son frère, c'était obligé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pardon les amis, pardon. Pardon. Je pense que c'est la fatigue. Il est 1 heure du soir, il est tard. Je n'ai plus le même sens analytique que vous. Le frère, il est innocenté d'office ou c'est comment? Mais là, franchement, moi, je ferais une enquête sur lui à la place du commissaire. OK, continuons les amis, parce que c'est de la folie. Vous voulez plutôt dire que ah pardon, est-ce que c'est parce qu'elle était, sous emprise que vous avez pu lui faire commettre des actes abjects? Elle était fascinée par la prostitution. Elle regardait toutes les émissions sur le sujet et on en discutait souvent. Tu es faite pour tout te taper. Tu n'es qu'un trou. Tu devrais être remboursée par la sécurité sociale. Qu'est-ce que la sécurité sociale fait là-dedans? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Tu fais ça à mon chat, je te massacre à main nue. Non mais c'est de la le frère il est mouillé. Il est mouillé jusqu'au cou. Comment tu laisses ton chien avec ces gens? Immonde. Ah non mais immonde. Tu deviens comme toutes ces boniches lambda qui, plus ça va, plus font chier leur mari. Tu as joui comme c'est lui qui parle, hein, Guillaume Buty, enfin c'est tu as joui comme une grosse pute, rien qu'avec la sensation du cutter sur le bras. Laetitia répond: «J'ai eu peur». C'est pas la réponse de quelqu'un qui a pris du plaisir. Il a coupé au cutter sur le bras et lui a dit: «Tu joué comme une grosse pute». Elle lui répond: «J'ai eu peur». Vous savez ce qu'il a répondu? «Ouais, tu pu mourir».
Tu aurais pu mourir. Je ne Son frère le défend, oui, oui. La présidente. Le 15 mai 2022, elle vous envoie un podcast sur les violences sexuelles. La pauvre. Et vous lui répondez: «Au lieu de lutter contre, tu devrais en tirer parti». Je veux pas me justifier sur un truc que j'ai subi quand j'avais 8 ans. Elle lui a envoyé un podcast par rapport aux violences sexuelles. J'imagine par rapport au fait qu'elle a été violée, qu'elle a subi des viols incestueux. Et lui, et elle lui dit: «Je veux pas me justifier». Et il lui dit: «Au lieu de lutter, tu devrais en tirer parti». Et c'est exactement ce qu'il a fait. He tell on himself là. Il a tiré parti du fait qu'elle ait vécu ça enfant, qu'elle ait vécu des viols incestueux enfant. Je suis KO, c'est dommage car je voulais suivre ce procès, mais il est tard. Je mettrai sur YouTube. J'essaie de faire ça avant demain. Il est plus d'1 heure du mat, je suis fatiguée. Elle s'est confiée à lui et lui en a profité. Mais tout à l'heure, je me posais la question, donc en fait, elle lui avait dit. Et je vous ai dit, de toute façon, il a senti, c'est un putain de prédateur. Laetitia est autorisée à rester assise. Elle serre dans sa main une boule anti-stress. Elle dit à propos de Guillaume: des règles, les règles étaient très strictes à la maison. La douche, c'était 5 minutes si on se lavait le corps. Oh, pardon, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer parce que en début de live, rappelez-vous, on a dit combien de temps durent vos douches. Et elle, son temps, il était chronométré. 7 minutes si je me lavais les cheveux et je prenais des coups si je défendais mes enfants. Une fois, il a mis un coup de poing dans le mur et ça a été dans la tête de ma fille. Ce jour-là, je l'ai frappé, je me suis urinée dessus tellement j'ai eu peur pour mes enfants. Il comptait me marquer au fer rouge. Ouais, la boule anti-stress à chaque fois. Bonne nuit, Méline. Le tatouage. Attends. Ah, je suis mal. Le tatouage garage à bite sur le pubis. Quand vous avez accouché de votre fille, vous aviez déjà votre tatouage? Oui. Et vous n'aviez pas peur que ce soit visible par le personnel hospitalier? Si. Et quand je lui ai, dit, il m'a répondu: «Beh, c'est ce que tu es». Cotisation, le chat pour payer quelques petits détenus dans la prison où il sera. Là, tu m'as fait rire alors que vraiment la pauvre, oh my god. Oh là 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 là. J'avais des phrases toutes faites à dire. Putain, il a tatoué garage à bite sur son pubis, quoi. Ce n'est pas fini. Callister, arrête, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Affreux, affreux, affreux. Ah non, mais là, c'est de la folie furieuse. Ça me dit quelque chose, ce tatouage. J'ai dû en entendre parler. Ah ouais? Je claque mon PEL, c'est bon. Non, mais arrêtez, les amis. La haine de la femme, mais franchement, me faire tatouer ça, quoi. Mais qui accepte de tatouer ça? Où sont les tatoueuses du chat, putain? Misu, tu où? Allez, elle a dû aller dormir. Elle était sa chose, ouais, c'est ça. Il a détesté, hein. Du coup, j'avais des phrases toutes faites à dire mécaniquement. Je suis maso, j'aime la douleur. Pendant l'acte, il me frappait de plus en plus fort pour que je dise, les mots crus qu'il voulait. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus au clair avec moi-même et je suis perdue. Je suis perdue. Sa voix baisse, elle se met à pleurer. L'été, les clients de la prostitution n'avaient pas le droit de me faire des bleus sur les bras et sur les cuisses.
Quand je vous dis qu'il savait exactement ce qu'il faisait, ce monsieur. Ce monsieur savait ce qu'il faisait. Et l'hiver, il s'en foutait. Tu mets des manches longues, tu mets des bas, comme ça se voit pas. Devant ses amis, c'était tout l'inverse. Il me valorisait à quel point j'étais une femme formidable, merveilleuse. Puis il s'occupait de moi. Les examens médicaux, il m'emmenait au centre antidouleur, m'offrait des ustensiles de cuisine, je pouvais tout faire, du pain au yaourt. D'un autre côté, à la maternité, il m'a ordonné d'aller à la machine à café, trouver un homme pour lui faire une fellation, alors que je venais tout juste d'accoucher. J'ai chaud, les amis. Ça m'a donné chaud. Ça m'a donné chaud. Ah là 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 là, mon cœur s'est accéléré. J'en peux plus, mais moi aussi. Mais venez, on va dormir. Mais pardon? Et quand on est rentré à la maison, il s'est arrêté sur une aire d'autoroute, sa voix baisse et ralentit. Et j'ai dû aller faire une fellation à un routier. On pensait avoir tout entendu, mais c'est pire et ça continue. Je j'ai plus les mots. Et qui se fait sucer par une femme qui vient d'accoucher, je te jure. Moi non plus, j'ai plus les mots. Franchement, là, je crois que mon cerveau il est en train de full dissocier, vraiment, premier degré. Et en plus, après ça, il a encore fait il lui a demandé de faire une fellation à un routier. Les tatouages. Celui-ci dans mon cou représente la vie et la renaissance. Je me suis tatouée car ce corps, il faut que je me le réapproprie. Oh bichette, c'est le tatouage qu'elle avait là avec la fleur. J'ai du mal à regarder ce corps, que ce corps ne soit plus le même que celui dans mes images. Pareil pour ma couleur de cheveux. J'ai été blonde toute ma vie. Les cheveux roses aussi, c'était très symbolique. J'ai vu là dans les Google Images des photos d'elle avec les cheveux roses. Quand j'étais avec lui, j'avais dit: «J'aimerais bien me faire rose paille». Il m'avait répondu: «Tu feras rose quand je serai mort». Ne me tente pas de l'accélérer cette mort. Avec le nouveau-né dans la voiture, bah, évidemment. Tu veux qu'il mette où? Il rentre de la maternité, donc le nouveau-né est dans la voiture. Je pensais que j'avais tout entendu, moi aussi. Donc je l'ai fait car c'est symbolique, c'est une façon de me soigner, de me réparer. Ah non, mais 100, mais je la comprends. Peut-être qu'elle voulait même plus se faire rose, hein, mais elle l'a fait juste pour lui dire: «Regarde, tu pas mort et je me teins les cheveux en rose». Devant ses amis, ah non, ça je l'ai lu. Pardon. Les déclarations suivantes, Laetitia peine maintenant à poursuivre. Elle est agitée, comme prise de douleur, mais se redresse et tient à témoigner. Un soir où il m'a fait aller sur une aire d'autoroute, j'ai été agressée par des hommes et sa réaction a été très dure. Je me suis retrouvée dans un autre lieu. J'étais plus sur une aire d'autoroute, j'étais ailleurs. Donc cette nuit-là, vous vous êtes fait agresser, vous l'avez appelé à l'aide pour chercher du réconfort parce qu'il était l'homme que vous aimiez et au lieu de ça, vous êtes rentré. Il vous a frappé? Oui. Combien de fois vous êtes allé sur des aires d'autoroute? Des centaines de fois. Guillaume n'avait que ça en tête. Tu veux laver ta voiture? Fais une fellation à l'employé. Mais où trouve-t-il tous ces hommes? Mais où trouve-t-il tous ces hommes qui mais pourquoi les hommes sont aussi faciles à convaincre? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où les trouve-t-il? Mais c'est de la folie! Mais demain, mais je sais pas, après moi je sais pas, je suis une femme donc je réfléchis pas pareil, mais je sais pas, je suis un homme, il y a qu'un mec qui vient avec sa femme, il dit: «Tiens, qui es-tu?» Pas tous les mêmes, hein, mais attends, mais c'est de la folie! Mais ils mettraient leur teub dans tout et n'importe quoi. Oh waouh! La voiture est au garage, fais-toi tringler par le garagiste.
Le procureur: «Mais vous proposiez ça comme ça et les gens acceptent?» «Mais oui, mais merci, merci madame la procureure, on a eu la même réflexion. Qui sont ces gens?» «Mais vous êtes vraiment choqués que ce soit aussi facile de trouver des hommes prêts à avoir une fellation? Mais ce sont des hommes». Non mais même les hommes le disent. Si même les hommes le disent, qui suis-je? Mais moi, personnellement, je serais un homme, ça en vrai, ça me choque en vrai. C'est fou, ça me choque, je sais pas. Je suis bouche bée. Même la procureure qui doit avoir l'habitude des affaires bizarres, elle a dit: «Mais où vous les trouvez tous ces gens?» Vous savez, il y avait des façons de faire. La procureure demande. Mais Guillaume n'était pas, là, il était au travail. Guillaume au travail, il disait qu'il avait une réunion, il mettait une oreillette et il me drivait. Ah! Les hommes, c'était facile, vous savez, quand vous proposez, seuls 10 à 15 à peine refusés. OK, donc on a la stat des hommes, qui seraient enclins à refuser une fellation, comme ça avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, c'est 10. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a 3 pimpins qui se battent entre eux. Vraiment, il y a 3 pimpins qui se battent entre eux. Un homme sur 10 dit non. Ça, tu vois, elle nous a donné la stat. Voilà, je me posais la question, mais voilà, on l'a. Waouh! Enfin, dépassée par les questions de la défense de Guillaume, qui se confronte à Laetitia de manière insistante, elle fond en larmes, heu et de chagrin. Puis, se tournant vers l'avocate de Guillaume, Charlotte Bariol: «Vous me ramassez à tout ce que j'ai vous me ramenez à tout ce que j'ai subi. J'arrive plus à lire. Je profite pour rappeler que les experts psychiatres qui ont témoigné n'ont détecté chez Laetitia aucune propension à l'affibulation et d'importantes lésions traumatiques psychiques correspondant aux faits subis et un ensemble de détails et une façon de les décrire permettant d'affirmer que ce qu'elle décrit est vrai. L'audience a été suspendue, OK. Vous voulez voir, attendez, bougez pas. Don't move. Écouteur. Je crois que c'est la sortie, Ouais, je vais vite. c'est incroyable. Toute une famille, brisée pour les fantasmes, sordides et sadiques d'un homme dérangé dans sa tête. Si je pourrais résumer ça, c'est cette histoire, c'est ça. Enlevez-lui son torchon sur la tête et on veut même pas la voir sa tête, je te jure. Warrior super héroïne surhumaine. C'est exceptionnel, vraiment c'est exceptionnel. On verra demain si elle verdict demain. Attends, c'est aujourd'hui vendredi? Mais je pense que comme s'ils ont pris du retard, putain je sais plus écrire. Est-ce qu'ils ont fait les réquisitions tout ça, tout ça? Je crois pas, hein. Je crois pas. Je pense que ça va continuer la semaine prochaine les amis, hein. J'ai rien, je pense pas qu'on aura le verdict aujourd soit bah, je pense pas. Je ne pense pas. Mardi? Ah c'est vrai que lundi c'est férié, vous avez raison. J'avais oublié donc ouais, ça sera mardi, hein. Ah là 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 là, le week-end, en attente. Verdict le 23 j'avais lu, OK. Mais le 23 c'est aujourd'hui et ah peut-être demain? Parce que rappelez-vous pour le procès, c'était Jubilard? On avait eu le verdict, samedi? Samedi aujourd'hui donc je verrai plus mardi. Des fois ils travaillent le samedi. Ça va être un week-end de 6 jours pour Pipa. Non, non, non les amis.
Il est 1 heure du mat, donc c'est aujourd'hui. Ouais, mais Méline, tu étais partie dormir. Tu es restée. Tu es restée. Va dormir. Moi aussi, je vais pas tarder là. 1 heure et demie. Non mais quelle histoire! Quelle histoire! Ah là 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 là. Aïe, 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 aïe. Ah si, il y a eu les réquisitions. Attends. Non, 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 la plaidoirie de la défense aura lieu demain à partir de 9 heures. Puis la cour se retirera pour délibérer. Merci de m'avoir lu, enfin. OK, donc il y a eu, les réquisitions de l'avocat général. Il a requis la réclusion criminelle à perpétuité sans surprise. Ah mais oui, je l'ai lu dans Frédéric Munch, pardon, je respecte. Putain, quel journaliste, merci à lui. Heu, mais demain, il y aura les plaidoiries. Donc demain, il y aura procès. Donc samedi, il travaille, hein. Verdict est attendu samedi. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a un monde où ils arrivent pas à délibérer. Quoique, ça va pas leur prendre longtemps pour délibérer, ouais, je pense aussi. Donc il y a un monde où demain, on finit ça ensemble. Il y a un monde où demain, on le finit ensemble et je mettrai, j'essaierai de mettre, ça, j'essaye de le monter là. Celle de monter tellement je YouTube plus. Plaidoirie de la défense, je sens que ça va être quelque chose. Mais là, le Alexandre Vella là, il est plus, il a dit qu'il allait rentrer, je crois, chez lui. Mais, de toute façon, on verra le verdict quoi qu'il arrive, hein. C'est OK, c'est cool. Il va faire appel, fils de pute, ça me rend ouf d'avance. Vous pensez? C'est vrai que le mec plaide son innocence, corps et âme, quoi. Comment les avocats de cet homme font comment ils se regardent dans une glace? Bah, les amis, c'est leur travail, hein. C'est leur travail, on va voir demain, est-ce qu'ils défendent avec vigueur ou pas? Mais, c'est comme ça, tout le monde a droit à une défense en France, c'est comme ça, hein. Très honnêtement, moi, c'est même pas eux qui me choquent le plus, franchement. Après, ils ont eu l'air quand même d'être assez, ça me rappelle le procès de Depardieu là, son avocat, comment il s'appelle? Il était imbu de sa personne, c'était une calamité. Mais par exemple, l'avocate de Dominique Pellico, moi j'ai trouvé que pendant le procès, elle défendait quand même Dominique Pellico quoi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est hein? Tu sur le qui-vive et franchement je l'ai trouvée très respectueuse donc mais moi ce qui me choque le plus, c'est tout ce qu'on a lu quoi. Celle qui a fait Wake Me Up. Ah, putain, j'ai oublié son nom. Gurumi. Mais tu vois, pareil, tu vois? Ça pour moi, tu fais ton travail d'avocat, tout le monde a droit à une défense en France, heu, c'est comme ça. Mais enfin, essaye d'avoir un comportement digne, quoi. C'est tout ce qu'on te demande. La défense plaide l'acquittement pour la réquisition, je sais pas, probablement, hein. Puisqu'il dit qu'il est innocent et que c'était, un jeu consentant entre les 2. Évidemment qu'ils vont plaider l'acquittement et apparemment lui-même était choqué, du réquisitoire, où il avait requéri où l'avocate générale, elle a dit, perpétuité. Heu, L'avocat de Depardieu, je crois qu'il est aussi celui de Bruel. Bruel? Patrick? Le chanteur? OK, pourquoi son avocat? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as pas suivi? Oh my god. Mais non, non, je suis plus. Moi, je pars du principe tu as pas suivi puis bah non. Moi, je pars du principe que Holmen, voilà, comme ça au moins je suis même pas choquée. Racontez-moi, mais je vais même pas être surprise.